Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les éditeurs de Radio KTO et bienvenue donc dans cette nouvelle rencontre littéraire, conversation littéraire du week-end. Les hasards des publications faisant bien les choses, on a encore pour cette dernière émission de la saison un écrivain voyageur, pas que, mais quand même, qui est François-Henri Désérables. Bonjour François-Henri. Bonjour Jean-Claude Perrier. Merci d'être avec nous pour nous parler, entre autres, de Chagrin d'un chant inachevé, fort joli titre que vous nous expliquerez tout à l'heure, qui est votre tout nouvel ouvrage qui vient de paraître chez Gallimard. Mais on va évidemment commencer par parler un peu de vous et de votre parcours. Parcours qui est relativement récent, puisque j'étais en train de vérifier, là, votre premier livre, Tu montreras ma tête au peuple, qui était un recueil de nouvelles, est paru chez Gallimard en 2013. Ouais, bah, ça fait quand même 12 ans. Ça fait quand même 12 ans. C'est pas rien. 6 livres. Alors, on vous a connu donc à cette époque-là, joueur de hockey professionnel à Montpellier. Vrai ou faux ? Tout à fait vrai. À l'époque, je jouais à Montpellier. Je me souviens d'ailleurs qu'à un moment, on jouait un match à Mulhouse et les supporters mulhousiens reprennent le titre de mon livre. Ils se mettent tous à chanter « On montrera ta tête au peuple ». Ils vous avaient lu ? Alors, je ne suis pas sûr qu'ils m'aient lu. Et ce jour-là, on avait pris, pardonnez-moi l'expression, une véritable branlée. Je crois qu'on avait perdu 8-1. D'accord. Et les supporters mulhousiens se moquaient un peu de moi. À chaque fois que je montais sur la glace, ils chantaient ça. C'est assez joli. Comment vous étiez devenu hockeyeur professionnel à Montpellier ? D'où vous n'êtes pas originaire ? Non, je suis originaire d'Amiens et je suis devenu hockeyeur par tropisme familial, puisque dès que j'ai su marcher, j'ai eu envie de patiner. Mon père lui-même avait été joueur et entraîneur de hockey, donc il me traînait un peu dans les patinoires, en l'occurrence à la patinoire d'Amiens, et moi, tout ce dont je rêvais, c'était de faire du hockey. Et comme Baudelaire le disait de la peinture, j'aurais pu dire du hockey sur glace que c'était ma grande, mon unique, ma primitive passion. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai tout naturellement annoncé à mes parents que je souhaitais embrasser une carrière de joueur de hockey professionnel. Mon père en était ravi, très heureux de voir son fils suivre ses traces. Ma mère, elle, beaucoup moins. Elle tenait absolument à ce que je fasse des études. La fac la plus proche de la patinoire à Amiens était la fac de droit. Alors je suis rentré en fac de droit simplement par proximité géographique. Vous voyez à quoi tiennent les vocations. Et puis, assez rapidement, je me suis pas mal emmerdé quand même sur les bancs de la fac de droit. Et c'est là que je me suis mis à lire. J'ai poussé la porte d'une bibliothèque, j'ai découvert la littérature. Mais j'ai été joueur de hockey pro pendant une dizaine d'années à Amiens, à Lyon, à Montpellier. Oui, parce que vous racontez que vous avez... on sait très bien que les écrivains, en général, sont de gros lecteurs. C'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas. Les grands écrivains... Il y a deux choses que partagent... Il y a une chose que partagent les grands écrivains, c'est que ce sont tous des grands lecteurs. Je ne connais pas un seul grand écrivain qui ne soit pas gorgé de lecture. Et puis, il y a une chose que partagent les grands et les mauvais écrivains, c'est la certitude de leur indéfectible valeur. Alors, en tout cas, vous concernant, vous dites que vous avez commencé à lire très tard, en fait, que vous étiez relativement rétif à la lecture quand vous étiez au lycée jusqu'à une certaine époque. Oui, c'est-à-dire que ça s'est déclenché. C'était vraiment, la littérature était une terra incognita pendant mon enfance et mon adolescence. J'avais très peu lu, je me contentais des prescriptions scolaires et encore, je ne les lisais pas toutes. Alors, il y a quelques livres quand même qui m'avaient marqué. Je me souviens du Crime de l'Orient Express, d'Agatha Christie. Je me souviens de ma lecture du Comte de Monte Cristo, des Trois Mousquetaires à l'âge de 14 ans. Je me souviens évidemment de La Promesse de l'Aube de Romain Gary, qui était très important pour moi. Mais tout de même assez peu de livres, et je me suis mis à lire du jour au lendemain, à l'âge de 18 ans, à emplir le cours de mes journées en lisant et en écrivant très rapidement, parce que je me suis mis à écrire très vite. Mais rien ne me prédestinait à faire ce que je fais aujourd'hui. Et je vais même vous dire que si l'adolescent que j'étais considérait ma vie aujourd'hui, il serait absolument mortifié de voir c'était pas ce qui était prévu. Non, c'était pas le projet. C'était voilà, le sportif de haut niveau est devenu un écrivain, pas un écrivain de cabinet, loin de là, mais quand même un écrivain
et un écrivain professionnel. Donc c'est assez drôle. Comment vous avez commencé d'écrire? Parce que lire, c'est une chose, mais écrire, c'en est une autre. Et puis, on le disait tout à l'heure, vous faites vos débuts d'abord avec un recueil de nouvelles, ce qui est assez original, parce qu'en général, les éditeurs n'en veulent pas, sous le prétexte que ça se vend encore moins que le reste, si j'ose dire. Donc déjà, vous commencez par un recueil de nouvelles, et puis avec un titre choc, Tu montreras ma tête au peuple, qui est donc la formule de Danton, c'est ça? Alors attendez, parce qu'avant Tu montreras ma tête au peuple, il y a quand même eu un autre manuscrit entre 18 et 22 ans, un truc que j'ai mis 4 ans à écrire, que j'ai envoyé à une vingtaine d'éditeurs. Ah, on la connaissait pas celle-là. Narrez-la nous. C'était une histoire d'amour sur les bancs d'une fac de droit, entre deux jeunes gens qui venaient de milieux sociaux très différents. Il y avait un joueur de hockey, non? Non, il n'y avait pas de joueur de hockey. Mais c'était complètement raté. Le titre était très beau. Il était emprunté à un vers de Verlaine et le titre était « Riche de mes seuls yeux tranquilles ». Le titre était beau, mais tout le reste du roman était raté. Pas très commercial, diraient les représentants. Ça, je sais pas. De toute façon, je pense que si on fait de la littérature dans une visée commerciale, on se trompe. Mais je l'ai envoyé à une vingtaine d'éditeurs, en retour de quoi j'ai reçu une vingtaine de lettres de refus. Ah, quand même, ils ont répondu. Oui, ils ont répondu et ils ont eu raison de rejeter ce manuscrit parce qu'il m'est arrivé d'en relire quelques passages depuis et c'était absolument atroce. Mais ça m'a aidé à faire mes gammes en quelque sorte. Il faut bien commencer, oui. Et après, j'ai commencé à écrire Tu montreras ma tête au peuple. D'abord, une nouvelle sur la mort de Danton. Tu montreras ma tête au peuple, c'est la phrase que prononce Danton devant l'échafaud. Voilà. Il arrive devant l'échafaud qui était dressé place de la Révolution, donc place de la Concorde aujourd'hui, et il dit au bourreau Samson, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Et alors, ensuite, il est guillotiné, et le bourreau brandit la tête par les cheveux et la montre à la foule massée devant la guillotine. Et j'ai d'abord imaginé les derniers instants de Danton, ce qu'il pouvait penser sur la charrette qui le menait de la conciergerie à l'échafaud. Et puis, après avoir terminé cette nouvelle, je me suis dit que je tenais peut-être là un truc et j'ai décidé de tirer un peu le fil et de brosser les derniers instants d'hommes et de femmes, connus ou non, qui avaient connu les honneurs de l'acier, comme on disait, le léger souffle d'air frais. Vous savez que le docteur Guillotin, lorsqu'il a présenté son projet de guillotine devant l'Assemblée nationale, il a dit « c'est une grande avancée. Les condamnés à mort, pour la première fois, ne souffrent pas. C'est à peine s'ils ressentent sur la nuque un léger souffle d'air frais. » C'est pourquoi il est passé pour un bienfaiteur de l'humanité. Exactement. Et non pas pour un bourreau tortionnaire. Et donc je raconte dans ce livre les derniers instants de Marie-Antoinette, de Charlotte Corday, de Robespierre, d'un certain nombre de figures de la Révolution française guillotinées pendant ce qu'on appelait la terreur. Alors si j'ose dire, ça tranchait sur le reste de la production à l'époque, c'est pourquoi vous avez eu tout de suite un accueil remarqué. Oui, il y avait ça, et puis le fait que j'étais joueur de hockey sur glace pro à l'époque, c'était quelque chose d'assez inhabituel. Oui, dans le milieu littéraire, on a plutôt l'habitude des journalistes, des profs, des avocats, etc. Et donc il y a eu une certaine curiosité à mon égard, mais qui n'était pas seulement liée au livre. Je dirais que la curiosité liée au livre, elle est venue un peu plus tard avec ce qui a été mon premier roman, Évariste, sur le mathématicien Évariste gallois. Oui, et puis ce grand jeune homme sportif, blond aux yeux bleus, ce viking qui déboule sur la scène littéraire. À quel âge vous aviez? J'avais 25 ans. Oui, en plus. Donc, voilà, vous aviez plein de... Les bonnes fées s'étaient penchées sur votre berceau. Écoutez, ça a bien démarré en fait. Je rougis de vos compliments. Il se trouve que j'avais lu le premier livre. Mais d'ailleurs, je crois me souvenir que vous étiez peut-être le premier à avoir écrit sur... forcément, le livre hebdo, c'est le deal. Sur l'un de mes livres. Et je me souviens d'ailleurs d'une phrase que vous aviez écrite. C'était on ne sait pas grand-chose de François-Henri Désérable, si ce n'est qu'il a dû faire de longues études d'histoire. Or, je m'étais arrêté en terminale. Ah oui, comme quoi on peut se tromper. Je me souviens aussi que je m'étais amusé à vous imaginer aristocrate réglant des comptes érables. Avec la Révolution. Non, alors pas du tout, parce que moi je trouve que la Révolution française est une des meilleures choses qui soit arrivée à la France. Mais je vais vous raconter une histoire. La semaine dernière, je suis dans un café et je croise François Ruffin.
Et je vais le voir, donc l'homme politique, hein, oui. et lui-même est damien comme moi, et je vais le voir et je lui dis écoutez, j'aime beaucoup ce que vous faites, et en plus on était dans le même lycée. Il me dit vous étiez à la Pro, à lycée de la Providence à Amiens. Et je dis oui, et il me dit c'est quoi votre nom? Et je dis Désérable. Il me dit comme l'écrivain. Je dis oui. Il me dit je suis content. Et il me dit je suis content de mettre un visage sur vos livres. Et je dis vous m'avez lu? Il me dit oui, j'ai lu Tu montreras ma tête au peuple. Et après il ajoute je dois vous avouer, j'étais pas fan. J'ai trouvé que c'était désarmant de sincérité, mais il s'en est expliqué après. Il m'a dit écoutez, j'ai beaucoup aimé l'écriture, mais j'ai trouvé que c'était un livre anti-révolutionnaire. Et moi, j'étais un peu mortifié parce qu'en réalité, c'était pas du tout mon intention lorsque j'ai publié ce livre. Non, c'était ni anti ni pro. J'examinais la révolution du point de vue de la terreur, du point de vue de ceux qui allaient être guillotinés. Donc forcément, c'est compliqué d'être révolutionnaire au moment où vous allez avoir votre tête séparée de votre tronc. Et Ruffin me disait oui, mais la révolution doit c'est un tout, ça forme un tout, et on ne peut pas séparer la période de la terreur de celle des immenses espoirs qu'elle a suscités. Bien sûr, oui. Il n'a pas tort sur le fond, mais c'est vrai que, en tout cas, ça avait été remarqué à l'époque. Le problème aussi dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui, tout est un petit peu... tout est un peu jugé à l'aune de l'idéologie, de la politique, on se jette des anathèmes. Donc effectivement, on disait, voilà... ne montrer que la terreur de la Révolution, forcément, c'est un écrivain réactionnaire. Oui, ce qui, je crois, n'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, j'ai fait mes preuves en matière de progressisme. Il y a un couplet mélanchoniste dans votre... dont je me moque un peu aussi. Mais oui, exactement. Oui, c'est assez réussi. Et donc... c'est dès le début que vous avez pris le parti courageux de ne vivre que de votre plume, de ne pas exercer de métier alimentaire avec tous les guillemets. Pendant encore 3-4 ans, je gagnais ma vie en jouant au hockey. Et puis quand j'ai arrêté le hockey, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la littérature. Et je crois qu'un des éléments qui m'a conforté dans cette décision, c'est la lecture du journal de Delacroix, où il dit que la pratique d'un art demande l'homme tout entier. Et je savais très bien que ça pouvait être compliqué de vivre de sa plume, de ne se consacrer qu'à la littérature, mais j'ai décidé de faire ce pari-là, en gardant à l'esprit que la littérature est un domaine qui n'est pas du tout méritocratique, contrairement au sport professionnel, et qu'on peut être un très grand écrivain et crever la dalle. Il y a des exemples, oui. Il y a moult exemples, et à contrario, on peut être un écrivain absolument effroyable et avoir l'honneur des foules, la faveur des libraires. Il y a d'autres exemples aussi qu'on ne citera pas, voilà. Évidemment. Non, en revanche, il y a un exemple de réussite littéraire assez stupéfiante sur le même mode, c'est David Fuenginos, qui était attaché de presse dans l'édition quand il a commencé, comme vous, dans sa vingtaine, et qui a dit non, c'est pas pour moi, j'arrête. Il se prend une chambre de bonne et il se met à écrire. C'était un pari fou. Oui, alors, ça a magnifiquement fonctionné. J'ai plein d'autres exemples. Mais à date récente, pour moi, c'est le plus frappant. Moi, je vais vous en citer d'autres. Miguel Bonnefoy, qui est l'un de mes très bons amis, a fait ce pari-là. Et Mohamed Mougarsar a fait exactement ce pari-là. Et pendant des années, ce sont des types qui ont vécu avec pas grand-chose avant d'avoir le succès. Ils ont tiré le diable par la queue, et puis maintenant leurs livres se vendent très bien, et c'est heureux parce que ce sont de très 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 grands écrivains, et c'est réjouissant de voir qu'ils ont les faveurs du public. La Providence a pourvu à tout. Alors, vous, ça a été un succès, le recueil de nouvelles, ou... Qu'est-ce qu'on entend par succès Je sais pas, vous avez gagné des sous? J'ai gagné des sous, assez en tout cas pour me permettre de tenir plus d'1 an et demi et écrire mon livre suivant. Mais c'est surtout avec Évariste que ça a vraiment décollé, qui a été mon deuxième livre, mais mon premier roman, l'histoire de ce mathématicien de génie mort en duel à l'âge de 20 ans, qui a une vie très romanesque, qui a découvert les mathématiques à 14 ans, qui les révolutionne à 16 ou à 17, qui est un type qui commence à frayer dans les milieux républicains juste après les Trois Glorieuses qui ont vu la chute de Charles X, qui fait de la prison et qui meurt en duel bêtement pour une femme, enfin pas si bêtement que ça, parce que c'était pour une femme qu'il aimait.
et qui meurt surtout dans les bras de son frère 24 heures après avoir pris une balle de pistolet dans le ventre. Et il lui dit cette phrase que je trouve absolument sublime, là encore. Il dit à son petit frère « Ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans. » Et voilà, j'ai fait un roman de cette vie menée tambour battant, le roman qui s'appelle Évariste. Et ça a été vraiment le premier succès vraiment qui m'a permis d'envisager la possibilité de me consacrer entièrement à la littérature. Alors c'est beau comme l'antique, mais c'était pas très gai comme inspiration. Tous ces gens qui meurent soit guillotinés, soit en duel à 20 ans, etc. Écoutez, il y a 2 sujets en littérature, c'est l'amour et la mort, et tout le reste, c'est du blabla. Non, on rajoute la vie en général. La vie, l'amour, la mort. Mais ça en fait partie, ça en fait partie. Non, je crois que ce sont les 2 sujets qui prévalent et autour de quoi on ne cesse de tourner. Et puis le livre suivant, puisqu'on est dans le parcours, là, et ça a été un livre très marquant aussi, c'est un certain Monsieur Pichelny, donc sur Romain Gary, dont vous parliez tout à l'heure. Ouais, ça c'est une histoire que Romain Gary raconte au chapitre 5 de La promesse de l'aube, où il dit que sa mère nourrissait de très grandes ambitions pour lui et qu'elle disait à tout le monde, mon fils sera ambassadeur de France, sera Victor Hugo, sera un grand écrivain, et Gary raconte que tout le monde dans l'immeuble où il vivait avec sa mère à Vilnius, qui à l'époque s'appelait Vilno, se moquait de ses prétentions, de ses prédictions maternelles, sauf un petit homme, un voisin qui ressemblait à une souris triste, qui avait une petite barbiche roussie par le tabac, et qui un jour a coincé le petit Romain dans la cage d'escalier de l'immeuble, et lui a dit « Écoute, je sais que les mères sentent ces choses-là. Je pense que tu vas devenir un grand écrivain, alors promets-moi une chose. Quand tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande Poulanka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny. » Et Gary nous dit que ce Piekielny est sans doute mort pendant la guerre, assassiné par les nazis, ce qui a été le sort de la plupart des juifs de Vilnius, mais que lui s'est toujours acquitté de sa promesse et que devant le général de Gaulle, devant la reine d'Angleterre passant en revue son escadrille pendant la guerre, à la télévision américaine face à des millions de téléspectateurs, à la tribune de l'ONU face aux hauts dignitaires et aux bâtisseurs pour Milan, eh bien il n'a jamais manqué de mentionner l'existence de ce petit homme et de dire à ses interlocuteurs parfois désarçonnés: au numéro 16 de la rue Grande Poulanka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny. Moi, j'ai mené une enquête pour savoir qui était ce Piekielny et à travers lui, je raconte Romain Gary. On va enchaîner sur Romain Gary. On va marquer une première pause. Alors, vous avez choisi, comme c'est la tradition dans cette émission, deux morceaux de musique. Le premier, qu'est-ce que c'est ? C'est Baraghe, d'un chanteur iranien qui s'appelle Shervin Hajipour et qui a été composé juste après la mort, l'assassinat, devrais-je dire, de Jina Mahsa Amini, cette jeune fille d'origine kurde, arrêtée par la police des mœurs en Iran. Parce qu'elle n'était pas assez bien voilée. Voilà, tabassée dans le fourgon de police et dont la mort a été l'élément déclencheur d'une vague de contestation très forte en République islamique d'Iran fin 2022. Sauvagement réprimée. Et moi, j'ai traversé l'Iran à ce moment-là. On va en parler. On écoute. Redites-nous le titre et l'interprète, s'il vous plaît. Baraghe, Shervin Hajipour. Baraghe, Shervin Hajipour. Vous nous expliquerez après de quoi il retourne. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری،
پس از شبای طولانی، برای قرصای حساب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Retour à Conversation littéraire avec François-Henri Désérable qui va nous parler de Chagrin d'un chant inachevé qui vient de paraître chez Gallimard. On était en Iran là avec vous, donc cette chanson que vous nous présentiez tout à l'heure, chanson dédiée à cette jeune Iranienne victime de sa liberté de penser, j'allais dire, de se vêtir comme elle voulait, d'être libre tout simplement, qui a été effectivement, qui est devenue maintenant une icône d'une certaine contestation en Iran. On est loin évidemment de la liberté, etc. On était à Vilno juste avant de passer à l'Iran. Je dirais que ce monsieur Pikelny, en dehors de son intérêt intrinsèque, ça commence à être un peu de la littérature de voyage d'une certaine façon, parce que vous allez sur place, vous menez l'enquête fictionné ou pas, vous nous le direz, sur ce monsieur Pikelny, mais l'écrivain se fait voyageur cette fois-ci. Oui, alors j'allais pas très loin, j'allais sur les lieux de Romain Gary, donc je suis allé pas mal à Nice, et je suis allé plusieurs fois à Vilnius, notamment pour fouiller dans les archives nationales, donc on peut pas dire que ce soit de rue du Bac périples. Aussi. Rue du Bac, voilà, Nice, donc quand même. Je suis allé à 150 mètres de chez mon éditeur, parce que Gary a vécu longtemps au 108 de la rue du Bac, où il est mort d'ailleurs, d'où il s'est donné la mort le 2 décembre 1980. Et oui, donc il y avait un peu de mouvement, de déplacement géographique dans un certain monsieur Pikelny. Ouais. Ça commençait. Et donc, votre premier vrai livre, entre guillemets, de littérature de voyage, c'est L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran, donc qui est sorti 2023, en mai 2023. Voilà, qui est le résultat d'un périple assez rocambolesque. Oui, c'est-à-dire que moi j'avais lu un livre qui s'appelle L'usage du monde de Nicolas Bouvier, la Bible des écrivains voyageurs. Ouais, j'enjoins vos auditeurs à se procurer et à lire, à dévorer et à jouir de la lecture de L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Depuis le temps qu'on reçoit des écrivains voyageurs qui disent tous la même chose, voilà, Emmanuel Ruben la dernière fois, etc. Voilà, vous avez raison. On continue à faire de la propagande, on fait du prosélytisme sur Radio Cato pour ce prophète du récit de voyage qu'est Nicolas Bouvier. Et moi, je suis un de ses disciples les plus fervents. Et j'avais lu L'usage du monde, et puis je m'étais promis de refaire un jour une partie du voyage, parce que ce voyage de Bouvier a eu lieu en 1953, 1954, avec son ami Thierry Vernet, où ils partent de Genève avec une petite voiture, une Fiat Topolino, à travers les Balkans, la Turquie, l'Iran, une petite boucle au Pakistan, et ils terminent leur voyage un an et demi plus tard en Afghanistan, à la passe de Khyber. Alors, ce qui fait rêver déjà, c'est qu'on pouvait à l'époque faire ça, ce qui est évidemment... Alors on peut toujours, mais à ses risques et périls. Oui, franchement, oui. Et moi, quand j'arrive en Iran, c'est un moment très particulier, après la mort de Mahsa Amini, pendant ces manifestations très durement réprimées, quand j'atterris à Téhéran. C'était quand ça ? C'était en novembre 2022. Et d'ailleurs, au moment où je m'apprête à prendre l'avion, je reçois un appel d'un numéro inconnu, je décroche. C'était la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères français qui me dit « Monsieur Désérable, vous nous avez fait part d'un désir de voyage en Iran. Je vous le dis tout net, renoncez-y parce que vous faites face à un risque d'arrestation et de détention arbitraire qui est très élevé. S'ils vous arrêtent, ils vous font passer pour un espion à la solde du Mossad ou de la DGSE. On ne pourra rien faire pour vous, on ne pourra pas vous offrir la protection consulaire et vous allez
croupir des mois, si ce n'est des années, dans les geôles de la République islamique. Et en même temps, j'entends un haut-parleur qui grésille et qui dit en anglais « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol pour Téhéran. Veuillez attacher vos ceintures et mettre vos téléphones portables en mode avion. » Donc, il était de toute façon trop tard, mais je connaissais les risques encourus. Oui, j'imagine, oui. Et il me semblait nécessaire de les prendre parce que j'avais eu la chance d'obtenir un visa touristique n'étant pas journaliste. Or, aucun journaliste ne pouvait mettre les pieds en Iran, aucun journaliste étranger. Et les journalistes iraniens étaient eux-mêmes emprisonnés s'ils parlaient de ce qu'il s'y passait. Et donc, j'ai décidé de traverser ce pays sur les traces de Nicolas Bouvier, donc en refaisant une partie de l'itinéraire de l'usage du monde, de Tabriz au Baloutchistan, en passant par Téhéran, Qom, Shiraz, Ispahan, Kerman, le désert de Lout. Donc un voyage assez extraordinaire jusqu'à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan. Et le tout à ce moment très très particulier pour ce pays. Quel était le projet de base? C'était vraiment Bouvier qui était... Oui. Parce que vous aimez bien ça, on va y revenir tout à l'heure. Le projet de base, c'était vraiment de... J'avais pas prévu d'ailleurs d'en faire un livre, c'était vraiment une errance sur les traces de Nicolas Bouvier. Peut-être que j'allais peut-être en tirer un petit truc. Quand même. Mais non, je vous assure que j'avais pas prévu d'en tirer un récit de voyage, contrairement à mon voyage latino-américain dont on parlera ensuite. Mais je ne savais pas. Et en fait, ce voyage qui n'a duré que 6 semaines parce qu'il a été interrompu par les gardiens de la Révolution qui m'ont arrêté à Saqqez, au Kurdistan iranien, qui était la ville de Jinnah Marsa Amini, et qui m'ont signifié la fin du voyage après une garde à vue, en me disant que j'avais 24 heures pour quitter le Kurdistan et 48 heures pour quitter l'Iran. Ils ont été gentils parce que vous auriez pu, comme a dit Quai d'Orsay, croupir en tôle. On a des ressortissants. Il y a encore 2 scientifiques, si mes souvenirs sont bons. Bien sûr, il y a un Français aussi qui a été arrêté en même temps que moi, 2 semaines avant moi, et lui, il a passé 3 ans dans les geôles de la République islamique. Pour rien, enfin je veux dire, il n'était coupable de rien, seulement c'est une monnaie d'échange dans le cadre de la diplomatie des otages que pratique le régime de l'ayatollah Khamenei. Et ce voyage, en dépit de sa durée écourtée par les gardiens de la Révolution, était d'une richesse absolument prodigieuse. D'abord parce que le peuple iranien est un peuple magnifique, est un peuple d'une hospitalité que je n'ai jamais rencontré ailleurs. La phrase que j'ai placée en épigraphe de ce livre, c'est une phrase de Nicolas Bouvier, qui se trouve dans l'usage du monde, où il dit « Ici où tout va de travers, nous avons trouvé plus d'hospitalité, de bienveillance, de délicatesse et de concours que 2 Persans en voyage n'en pourraient attendre de ma ville, qui était Genève, où pourtant tout marche bien. » Eh bien, ce sens de l'hospitalité iranien, que je croyais un peu surfait, je me suis aperçu qu'il ne l'était pas du tout. C'est un peuple extrêmement raffiné, un peuple épris de poésie, un peuple qui va se recueillir en masse sur la tombe de Hafez, un poète mort il y a plus de 6 siècles, et qui cherche dans les vers de ce poète des réponses à ces questions existentielles. Des consolations. Et une certaine forme de consolation. Et c'est un peuple, en même temps, qui doit subir un régime liberticide, patriarcal, thanatocratique, c'est-à-dire qui règne par la mort et par la peur des mises à mort. Un régime qui enferme, qui torture, où un certain nombre de filles se font violer par leurs gardiens en prison, un régime où on vous condamne pour des chefs d'inculpation comme inimitiés à l'égard de Dieu, ou corruption sur terre, ce qui est une façon de mettre un peu n'importe quoi. Un jeune qui avait pléonasme surtout. Voilà, un jeune qui avait brûlé une poubelle dans une manifestation a été condamné à mort pour corruption sur terre. Et non pas dégradation de biens publics. Non, corruption sur terre, condamné à mort, pendu à l'aube avant la prière du matin, au bout d'une grue, enterré dans un terrain vague, sans qu'on prévienne sa famille ni du lieu, ni du moment où on allait l'enterrer, pour que son enterrement ne donne pas lieu à une nouvelle manifestation. Donc voilà la réalité de ce régime. Et donc les Iraniens sont magnifiques, vraiment. Les Iraniens sont magnifiques. Quand il y a un étranger... Oui. Alors au début, c'est toujours étonnant parce que... C'est risqué quand même, parce que vous auriez pu être un espion. Exactement. Au contraire. Donc ils cherchent à en savoir un peu davantage sur vous
avant de livrer le fond de leur cœur et de leur âme, et de vous dire ce qu'ils pensent réellement du régime. Parce que, ce dont on se doute par ailleurs. Ah, mais je n'ai jamais rencontré un peuple qui avait une telle défiance à l'égard de ses dirigeants. Oui. C'était absolument fascinant de voir à quel point les Iraniens détestent ce régime. Et moi, ça a déconstruit un certain nombre de préjugés que j'avais sur ce pays. Je croyais que c'était un pays extrêmement religieux, par exemple. Or, je me suis rendu compte il m'est arrivé de voyager dans des pays musulmans où la vie s'arrête lorsque le muezzin fait l'appel à la prière et tout le monde sort son tapis, le tourne vers la Mecque et se prosterne pour louer Allah. C'est pas du tout le cas en Iran. Les Iraniens font presque, pas tous, mais dans leur majorité, un rejet massif de la religion. Tout au moins la jeunesse et dans les villes, j'imagine. Et précisément parce que le régime l'a corrompu, en quelque sorte. Et c'était en même temps très émouvant de voir le courage de cette jeunesse iranienne, et notamment en particulier des femmes qui allaient dans la rue, cheveux au vent, sans porter le foulard pourtant obligatoire, en sachant très bien les risques qu'elles encouraient et qui défiaient le régime de cette manière. Il y a une chanteuse, il n'y a pas très longtemps, qui a enregistré un clip, les cheveux au vent, avec un orchestre et tout. Elle a d'ailleurs été un peu arrêtée, mais ils l'ont lâchée. La pression populaire a fait qu'elle a fini par être relâchée, parce que c'est difficile lorsque les gens sont très connus. Et le type dont on a entendu la chanson tout à l'heure, Baraye de Shervin Ajipour, lui, c'était le vainqueur d'un télécrochet iranien, l'équivalent de la Starac iranienne. Et juste après la mort de Gina Mahsa Amini, il a composé cette chanson qui est devenue l'hymne de la contestation, qui a très vite été interdit par le régime, mais tout le monde l'avait vu et tout le monde la connaissait par cœur, et ça n'a pas manqué. Il a été arrêté, condamné à plusieurs années de prison, il a fait plusieurs mois en prison, il a fini par être lâché, puis arrêté de nouveau. Donc il y a sans cesse cette... les Iraniens sont sans cesse emmerdés, et l'Iran n'étant pas un état de droit, ils ne savent jamais à quelle sauce ils vont être mangés. C'est le propre des dictatures, de serrer la vis, de la rouvrir à un moment, etc. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, ce qu'il va se passer. Moi, je me suis lié d'amitié avec une joueuse d'échecs iranienne qui s'appelle Mitra Ejazipour, qui était la championne d'Iran, puis la championne d'Asie, et un jour elle a décidé de jouer sans son voile au championnat du monde, ce qui fait qu'elle n'a pas pu rentrer en Iran, elle est restée en France, elle a été naturalisée française, et elle est devenue championne de France d'échecs. Et elle me disait que si jamais elle retournait en Iran, peut-être qu'il ne se passerait pas grand-chose, mais peut-être aussi qu'elle serait arrêtée, qu'elle prendrait une amende, peut-être aussi qu'on l'emmerderait pendant une longue garde à vue, mais peut-être aussi qu'elle pourrait rester en prison pendant des semaines ou des mois. Oui, c'est ça, on ne sait pas. Je pense à notre ami Boualem Sansal, par exemple, qui est quand même le plus bel exemple. C'est en Algérie. C'est à peu près la même chose. Au moment où on enregistre cette émission, ça fait 201 jours que cet homme qui est malade, qui est âgé, croupit dans les geôles du président Tebboune, simplement pour avoir professé une opinion. Professer une opinion qu'on peut peut-être contester, mais arrêté pour un délit d'opinion. C'est clair. Avant de passer à la dernière partie de notre conversation et de parler d'une autre dictature, on va écouter donc, sans transition, une chanson illustre qui s'appelle Hasta Siempre. Je crois qu'on a la version originale, la version ancienne, et vous nous en parlerez après. Avec donc, plaisir. On part à Cuba, Hasta Siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara
se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Retour avec conversation du littéraire du week-end. François-Henri Desérables, Chagrin d'un chant inachevé. Donc là, la transition est toute faite. On a écouté Hasta Siempre, donc chanson emblématique de la révolution cubaine et célébration d'Ernesto Guevara, dit le Che. Donc sans transition, nous voilà dans votre nouveau voyage. Ouais, en Amérique du Sud. On voyage beaucoup avec vous. Donc celui-là, comment l'idée est-elle née ? On est encore sur les traces d'eux, mais c'est plus Nicolas Bouvier cette fois-ci. Non, elle est née de plusieurs choses. Elle est née d'abord de la contemplation des atlas. Elle est née d'une carte qui était punaisée au mur de ma classe en CM1 ou en CM2. Et je me perdais dans la contemplation béate de cette carte et dans la puissance des vocations des toponymes. C'est-à-dire que je lisais les noms de Buenos Aires, de Caracas, de Lima, d'Ushuaia. Et ça fait rêver. Et ça fait rêver. Et je me disais qu'un jour, il faudrait bien aller voir tout cela de plus près pour de vrai. Et puis, quelques années plus tard, j'ai lu un récit qui était celui du jeune Ernesto Guevara, d'un voyage qu'il a fait en 1952 avec un ami, Alberto Granado. Guevara avait 24 ans. C'était un jeune homme qui faisait des études de médecine en Argentine, hein, il est argentin. Dandy, beau gosse. Ouais, beau gosse, qui aime beaucoup jouer au rugby, qui aime nager, qui aime coucher avec des filles. Bien qu'il soit totalement asthmatique. Et bien qu'il était très asthmatique. Et il a un ami qui s'appelle Alberto Granado qui vient de retaper une moto qui est une Norton 500 cm3 qu'il a appelée la Poderosa, la puissante, la vigoureuse, mais qui finalement n'était pas très vigoureuse. Et Granado propose à Guevara de faire un voyage latino-américain. Et les voilà partis de Cordoba, au nord-ouest de Buenos Aires, et ils passent par Buenos Aires, par la côte atlantique, ils traversent la Pampa, ils se retrouvent au nord de la Patagonie, ils remontent le Chili, puis le Pérou, en passant évidemment par Lima, par Cusco, le Machu Picchu. Ils traversent la jungle amazonienne, se retrouvent en Colombie et terminent leur voyage 7 mois plus tard à Caracas, au Venezuela. Guevara, je rassure nos auditeurs, vous avez la gentillesse de fournir une carte à vos lecteurs dans le livre, avec des flèches dans tous les sens, voilà, comme ça on peut suivre avec le doigt ce que je faisais en vous écoutant. Mais ça, on y a pensé aussi pour la version américaine, surtout parce que vous savez, le lecteur états-unien en géographie, et la géographie, c'est pas ça. Oui, quoi. Et moi, et Guevara, on avait tiré un récit, et il y a eu un film de Walter Salles, le cinéaste brésilien, Carnet de voyage, qui est un très très beau film, vraiment, allez le voir, regardez-le, c'est vraiment un très beau film. Et moi, j'avais vu le film, j'avais lu le récit, et quitte à traverser ce continent, me suis-je dit, eh bien, autant le faire en empruntant l'itinéraire emprunté 65 ans plus tôt par Guevara. Oui, ça fait comme une espèce de fil rouge, plutôt que de errer à l'aveuglette dans un continent immense et de s'en savoir trop. Et c'est pas du tout... Et ce qui m'intéressait aussi dans le voyage de Guevara, c'est que lui part pour vivre une aventure, pour voir du pays, pas tellement pour en apprendre davantage sur lui-même, mais au cours de ce voyage s'opère un basculement, et il prend conscience
qu'il y a en Amérique du Sud des Indiens des Andes qui sont opprimés, que leurs oppresseurs, en général, ce sont les puissances impérialistes, au premier rang desquelles les États-Unis d'Amérique, qui les exploitent notamment dans des mines, et qu'il y a des gens pour relever la tête et que ces gens-là sont pour la plupart communistes. Et s'ébauche dans l'esprit de Guevara, qui ne s'appelle pas encore le Che, l'idée que peut-être pas de faire la révolution, mais qu'il y a beaucoup d'injustices en Amérique latine et qu'il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, redresser les torts de ce monde. Donc il y a une conscience politique qui s'ébauche. On voit à quel point ce voyage est transformateur pour Guevara. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était d'explorer à quel point un long périple pouvez infuser en vous, à mesure que vous traversez les pays vous traversent, et puis vous changez, ne serait-ce qu'un petit peu. Oui, alors il peut y avoir des changements personnels, individuels, on en parlera, vous avez sûrement des expériences dans ce sens. Lui, effectivement, sans tomber tout de suite dans la radicalité idéologique ou dans l'espèce de passion révolutionnaire qu'il manifestera après et qui finira par lui coûter la vie. Effectivement, il ouvre les yeux, il voit des choses, il voit des gens, il parle à des gens, il est latino lui-même, donc il a le contact avec tous ces gens, et qui, je suppose, lui racontent leur misère, leur souffrance, etc. Il ne peut pas rester indemne. En revanche, le récit de voyage est assez léger. C'est pas un brûlot politique, il est jeune à l'époque, il n'a pas encore fait vraiment sa formation idéologique. C'est pas du tout un livre de propagande ni quoi que ce soit. C'est vraiment un récit de voyage avec des histoires, évidemment. Et d'ailleurs, en réalité, le livre qu'il a publié est intéressant parce qu'il est devenu le Che. Oui. Et qu'on lit ce récit de jeunesse à la lumière du mythe qui est devenu Che Guevara. Bien sûr. Mais s'il n'était pas devenu le Che, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on lirait encore ce récit. Je ne suis même pas certain qu'il serait publié. Le récit qu'il a écrit, littérairement, c'est pas mal, mais c'est pas non plus fantastique. Les aventures qu'il relate sont pas... Alors si, il y a quand même un long passage qui est très touchant où ils se rendent dans une léproserie à San Pablo, dans la jungle amazonienne, et là ils vont passer avec Granado plusieurs jours, si ce n'est semaines, et ça c'est assez émouvant. Mais en même temps, il leur arrive plein de mésaventures, leur fameuse Poderosa ne cesse de tomber en carafe. Il faut passer son temps à la retaper, et puis elle finit par rendre l'arme au début du Chili, et ils se retrouvent très vite comme deux vagabonds non motorisés, et paradoxalement c'est ce qui va leur permettre de faire beaucoup plus de rencontres, parce que on rencontre bien davantage les gens lorsqu'on tend le pouce au bord d'une route et qu'on est pris en stop. D'ailleurs, il y a une très belle expression colombienne pour dire faire du stop. Les Colombiens disent « ir con el chance », aller avec la chance. Oui, car on n'est pas sûr du résultat. Les rencontres se tissent davantage quand on va avec la chance que lorsqu'on a son propre moyen de locomotion. Vous-même, vous avez voyagé de la même façon, comme un backpacker, comme on dit. D'abord à moto, en Argentine, et puis ensuite en stop, en bus, en bateau à travers la jungle amazonienne, toujours à petite vitesse, comme disait Nicolas Bouvier, en prenant mon temps, en m'attardant, en essayant de faire un voyage au long cours. Et au plus près. Et en essayant aussi, même si à l'époque je ne parlais pas espagnol et je suis parti avec un vocabulaire extrêmement restreint. Oui, vous le dites, oui. Et je suis parti avec un ami qui lui-même était hispanophone. Mais pas longtemps. Il vous lâche assez vite. Il me lâche assez vite, mais assez tard aussi pour que mon vocabulaire espagnol ait eu le temps de s'étoffer et pour que je puisse nouer des conversations fussent-elles assez sommaires, mais l'une des vertus du voyage, c'est de vous obliger d'être à l'écoute de la polyphonie du monde, de la pluralité, de la diversité, de la complexité des voix du monde, et la littérature est peut-être ce sanctuaire, ce petit sanctuaire, ce lieu où ces voix coexistent sans s'annuler. Et c'est ça qui m'intéresse. Le voyage met tous vos sens aux aguets. Et à commencer par Louis. Il y a un grand débat sur faut-il voyager seul ou faut-il voyager à deux ? Alors, moi je vais vous dire,
Bon, en même temps, les 2 voyages dont j'ai suivi les traces se sont faits à 2. Bouvier avec Vernet, Granado avec Guevara. Mais je crois que la solitude a énormément de vertus parce que c'est l'état le plus propice à la rêverie poétique, à la création littéraire et à la rencontre. Bien et sûr. lorsque vous êtes à 2, vous formez une unité, une cellule qui se suffit à elle-même. Et vos Qui pensées... trimballe son histoire Voilà. avec elle. Et vos pensées sont tout de même sans cesse accaparées par la présence de l'autre. Donc c'est 2 façons totalement antinomiques de voyager. Bon, les 2 ont leurs avantages et leurs défauts. Certes. Il y a une mise en danger parfois. C'est un peu assez fort. relative. Et en Iran, si, mais vous aviez pas En Iran, prévu. si, mais en Iran, c'était le danger venait du régime, venait des Bassidji, des miliciens du régime ou des gardiens de la Vous le Révolution. saviez d'avance quand même. Je le savais. En Amérique latine, c'est plutôt qu'il y a des endroits un peu chauds parfois, où il y a des malandros. Et dans ce cas-là, bon, il faut éviter de s'y attarder si on veut garder son téléphone et son portefeuille. Il y a des pays extrêmement dangereux quand même. Alors, il y en a un en particulier, qui était le Venezuela, et notamment Caracas, la capitale, qui est la capitale du crime. C'est la ville la plus dangereuse au monde, hors zone de guerre. Ah oui, et pourtant, on disait que c'était Mexico, on disait que Ah c'était ouais, le non, Brésil, on disait que c'était... Ouais, mais tout ça, Rio, même les villes de la frontière mexicaine, c'est des petits paradis à côté de Caracas. Ah oui. Alors, je sais que les choses se sont améliorées depuis, mais néanmoins, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est une ville magnifique, Caracas. Le Venezuela est un pays absolument, enfin, d'une beauté féerique dont je n'ai pas tellement pu profiter puisque je l'ai traversé assez rapidement. Je me suis attardé un peu à Caracas, mais Encore une dictature. Pour vous donner un exemple, moi je me souviens que j'avais rencontré beaucoup de Vénézuéliens fuyaient leur pays et j'avais rencontré une fille qui m'a dit moi j'ai su que je devais partir le jour où je me suis rendu compte que mon téléphone portable était devenu un téléphone fixe. Et elle m'expliquait que il y avait trop de danger à sortir avec son téléphone portable dans la rue parce que on pouvait lui planter un couteau simplement pour lui dérober son téléphone et que du coup elle le laissait à la maison. Et là elle s'est dit bon, on est dans une situation totalement absurde. Elle a réuni l'argent qu'elle avait, elle les a mis sous la semelle d'une chaussure et elle a franchi la frontière entre le Venezuela et la Colombie et elle s'est retrouvée à Cusco, au Pérou, où elle travaillait dans une auberge de jeunesse en attendant des lendemains qui chanteraient. Ouais. Effectivement, c'est un continent d'une forte immigration qui charrie des populations dans tous les sens, y compris les malheureux qui sont bloqués à la frontière états-unienne par le mur. Oui, bien sûr. Ouais. Beaucoup aboutissent là, bloqués. Oui. Mais en même temps, c'est un continent d'une très grande diversité, où les situations sont difficilement comparables, mais c'est un continent pour lequel j'ai... une tendresse infinie, c'est des paysages. Je déteste cette expression parce que je la trouve fausse et éculée quand on dit d'un paysage qu'il est à couper le souffle. Féerique. Je connais peu de gens qui se sont retrouvés avec le souffle coupé, sauf en haute altitude. Sauf le Tché parce qu'il était asthmatique, Sauf le Tché parce qu'il était asthmatique, mais devant la contemplation d'un paysage, je trouve que c'est pas tant le souffle coupé, mais les larmes aux yeux. L'Amérique latine est un continent peuplé de paysages qui vous tirent des larmes de beauté. D'ailleurs, vous décrivez peu, ce qui est plutôt un compliment dans ma bouche. Ouais, il y a beaucoup de récits de voyage qui s'attardent sur des descriptions de paysages, et moi, cette extase panthéiste devant des paysages et la littérature de voyage en regorge, c'est quelque chose que je trouve souvent ennuyeux. Et donc, ce qui m'intéresse davantage, moi, ce sont les scènes, les rencontres, les anecdotes. Et je crois que ce qui fait le sel du voyage, c'est avant tout les rencontres. Il y a un très beau mot de Gide que j'aime à citer. Quand Gide est revenu du RSS, donc il raconte son voyage, et il raconte aussi des choses qu'il a visitées et tout. Et on lui dit, mais c'est bizarre, tu vas
au musée de l'Ermitage, dans la ville qu'on appelait à l'époque Leningrad, donc Saint-Pétersbourg. Tu vas à l'Ermitage et tu ne décris pas, tu ne racontes pas les chefs-d'œuvre que tu as vus, etc. Et Gide a ce mot très beau, il dit face à ce genre de choses, c'est comme un paysage, je craignais de n'être pas suffisant. Ah ben, il a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on a peur parfois, c'est très joli. On a peur que nos pauvres mots ne soient pas à la hauteur. Et après, 36 000 voyageurs qui eux-mêmes ont décrit, etc. Et puis, décrire les chefs-d'œuvre aussi d'un musée, il ne faut pas céder à la tentation de l'exhaustivité lorsque vous faites un récit de voyage. Et surtout, il faut l'écueil dans lequel on ne veut pas tomber, c'est de refaire une sorte de version un peu plus littéraire du guide du routard. Oui, bien sûr. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les bleds un peu paumés, c'est les rencontres interlopes, mais si c'est pour décrire le Machu Picchu, voilà, le Machu ou Picchu. Le lac Titicaca. Alors, le Machu Picchu, je le décris, mais d'une façon, vous m'accorderez, qui est assez peu académique. Moi, ce que j'ai retenu, c'est l'Italien baiser qui veut à tout prix passer son temps avec sa copine. J'ai fait cette visite du Machu Picchu avec un couple qui n'avait qu'une envie, c'était de s'adonner au plaisir de la chair, de s'isoler, pendant qu'un guide nous abreuvait d'informations parfois rébarbatives. Ouais. Mais effectivement, il y a souvent chez vous un humour, y compris vis-à-vis de vous-même, une autodérision quand il vous arrive un malheur. Là, c'est un chien qui vous bouffe la jambe. C'est dans les bidonvilles de Lima. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'à Lima, il y a une colline. Et sur un versant de la colline, c'est fabuleux. Sur un versant de la colline, il y a des villas d'ultra riches. Il y a un ghetto de super riches d'un côté. Et ces villas, avec des piscines à débordement, avec du gazon bien vert qui est arrosé en permanence, des tuyaux d'arrosage automatiques. Voilà. Et puis, vous contournez la colline et il y a un bidonville. Et alors, pour éviter que les bidonvilles ne viennent grignoter au pied des villas, quelle fabuleuse et formidable idée ont eu les riches, c'est de faire construire un mur sur le faîte de la colline, un mur d'une dizaine de kilomètres de long, de 3 mètres de haut, hérissé de fils barbelés et de tessons de bouteilles, qui est l'un des seuls murs au monde de ségrégation économique et sociale au sein d'une ville. Ouais. Et moi, je décide de monter la colline du côté des bidonvilles pour aller toucher le mur de séparation. Mais alors le mur passe au milieu du sommet ? Il passe au sommet, carrément. Sur la ligne de crête. Et plus vous grimpez, plus c'est pauvre. Hein. Le Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, disait déjà que la pauvreté se mesure à l'altimètre. Et pourquoi plus c'est pauvre ? Parce que plus vous habitez haut, plus vous mettez de temps à transporter l'eau. La définition du bidonville, c'est qu'il n'y a pas d'eau courante. Et donc, vous la transportez dans les bidons d'eau et c'est beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de peine, de labeur de la transporter en haut de la colline qu'en bas. Et là, j'arrive au faîte de la colline et je vois une petite fille en haillons, pieds nus, et avec un chien qui était particulièrement nerveux parce que devant chaque petite cabane, il y a un chien qui est là pour veiller. Et je lui dis à ton chien de se calmer un peu. Et le chien, voyant que je m'adresse à la petite fille, me mord le mollet, ne le lâche plus. Et là, je vous avoue que j'étais un petit peu terrorisé. Et puis quelqu'un est arrivé avec un bidon d'eau pour le verser sur la tête du chien. Le chien a desserré ses crocs et j'ai dû aller me faire désinfecter chez un coiffeur du bidonville qui m'a dit, puisque vous êtes là, est-ce que vous ne voudriez pas en profiter pour vous faire couper les cheveux ? Et il m'a sorti un menu plastifié comme on en a dans les kebabs avec des coupes de cheveux de footballeurs. Alors il m'a demandé si je voulais une coupe à la Neymar, à la Pogba ou à la Zizou. Et moi, je lui ai dit que j'étais plutôt conservateur en matière capillaire, ce qui lui a déplu. Alors, il a commencé à me rafraîchir simplement la nuque de manière très nonchalante en consultant son téléphone portable en même temps, de sorte que quand j'ai dû faire rattraper le coup chez un coiffeur de Bogota 1 mois plus tard, il a rameuté tous ses collègues comme un professeur de médecine qui rameuterait les étudiants parce qu'il estimait que c'était un cas d'école. Et il m'a dit, mais qui est responsable de ce massacre ? Et j'ai dit, c'est à cause d'un chien. Voilà. Ça sera quasiment le mot de la fin. Voilà. Il nous reste très très peu de temps. Prochain voyage, vous avez une idée ? Vous avez une lecture qui vous a... Voilà, il y a un vieux projet qui traîne. J'ai quelques idées de voyage, mais je travaille surtout sur un long, gros roman depuis 5 ans. Indien. Et donc le prochain livre... Voilà, c'est le roman indien. Exactement. Et le prochain livre sera un roman. Indien. Avec un Indien qui se passe à la fois en Bourgogne, aux États-Unis et en Inde. D'accord, on a hâte. Écoutez, vous viendrez nous le spécialiste de l'Inde.
à travers les autres. Vous viendrez nous le raconter. Avec Merci François-Henri Désérable pour ce chagrin d'un chant inachevé. J'ai oublié de dire que c'était tiré d'un poème de Pablo Neruda. Non, de Nazim Hikmet, qui était un ami de Pablo Neruda. Ah bon, j'avais cru comprendre que c'était du Neruda. Et que Reche a lu en espagnol, Solo llevaré a la tumba la pesadumbre de un canto inconcluso. Si on le traduit en français, ça fait cette magnifique allitération, le chagrin d'un chant inachevé. Et bien voilà, inachevé, vous reviendrez nous voir. Merci. Je vous en prie. Bon été à tous. Plaisir. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.